à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission consacrée au rendement. Comment dynamiser le rendement de vos placements, qu'ils soient actuels ou à venir? Pour en parler, je suis en plateau avec Stéphane Collen. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes présidente d'Alta Profit. En un mot, Alta Profit? Alta Profit est une société de conseil en gestion de patrimoine sur Internet. Pierre Puchol, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller patrimonial, responsable des investissements et partenariats chez Investisseurs Privés. Investisseurs Privés, on connaît? Oui, bien sûr, puisque cabinet de gestion de patrimoine dédié aux lecteurs et abonnés du Figaro. Alors, au sommaire de cette émission, on va tout d'abord bien définir ce que revêt le mot rendement, qu'est-ce qu'il y a derrière et les paramètres économiques et politiques qu'il faut prendre en compte. Ça peut modifier le rendement. Puis on fera un point très précis sur les rendements des produits phares, l'assurance vie, les SCPI ou encore le PER. Et puis dans la dernière partie, on va parler des nouveautés, où aller chercher un rendement en dehors des sentiers battus. Alors Stéphane Collen, commençons avec vous. La définition du mot rendement, c'est toujours associé finalement à une prise de risque. Il y a des arbitrages à faire. Effectivement, quand on parle de rendement annuel, on va aller chercher de la performance, c'est toujours associé à une prise de risque. Plus on met la barre haute, plus on veut aller chercher de la performance et plus on va aller prendre du risque. Mais vouloir prendre du risque, c'est accepter de perdre aussi en capital. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Ce que l'on note, enfin en tout cas ce qui apparaît dans les différentes études sur le comportement des épargnants en France, c'est que les Français finalement sont assez averses au risque et il y a une volonté d'aller chercher plutôt des produits sécuritaires. Alors quand on dit aller chercher les produits sécuritaires, c'est aussi préserver son capital de l'érosion monétaire. On vit des périodes d'inflation haussière et il faut effectivement préserver ce capital de cette érosion. Donc on va aller chercher un rendement qui va aller au-delà de 3% sans pour autant s'exposer de façon très importante aux aléas des marchés financiers. Mais ce qui est important quand on parle de rendement, c'est aussi de se dire, mais je vais placer mon argent pour combien de temps? Quel est mon horizon? Quel est mon horizon de placement? Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis averse au risque? Donc, quel est mon profil investisseur? Ou est-ce que je suis prêt à prendre des risques sur les marchés? Alors, dans le rendement, il y a la prise en compte du risque, on vient de le voir, mais il y a aussi les frais et la fiscalité à prendre en compte. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de rendement, on parle de 5, 6, 7% de rendement, mais c'est des rendements bruts. Donc lorsqu'on va retirer tout ce qui est frais d'entrée, frais de versement, frais d'arbitrage, frais de gestion et fiscalité déduite, mécaniquement, ce rendement brut va régresser au fur et à mesure. Donc il faut avoir connaissance de tous ces frais pour arriver à ces objectifs de rendement, puisque lorsque un client nous expose à un objectif de rendement, c'est souvent net et c'est pas brut. Donc attention, chaque enveloppe a ses propres frais, donc à bien les expliquer. Et attention aussi aux prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux qui sont toujours dus à hauteur de 17,2% sur les plus-values, bien évidemment. Alors quand on parle de perspective de rendement, il faut voir dans quel environnement on évolue, quel est le cadre macroéconomique qui affecte justement ces rendements. Alors, si on parle du cadre, enfin de l'environnement macroéconomique aujourd'hui et le contexte géopolitique, la situation est complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, et particulièrement aujourd'hui en France, dans une situation politique qui est extrêmement chahutée. Alors, on a vu une hausse brutale des taux d'intérêt, qui était peut-être une réponse aussi à l'évolution haussière de l'inflation. Là, on assiste à une baisse des taux d'intérêt, donc par la BCE notamment, donc au début du mois de juin. La question qu'on se pose, c'est quelle va être l'évolution de cette baisse et que ça va continuer à quel rythme. Quand on vient sur les marchés financiers, il y a la période d'incertitude dans laquelle on évolue aujourd'hui. Les marchés financiers détestent ça. Donc c'est une très très forte volatilité et on a besoin effectivement de retrouver peut-être un contexte de sérénité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la question des élections législatives, on n'y est pas encore tout à fait, en tout cas en France. C'est vrai que la baisse des taux dont parle Stéphane, c'est vraiment le sujet du moment. Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre la partie américaine et la partie européenne, où déjà
déjà, à partir au niveau de l'Europe, on commence déjà à baisser les taux, alors que la partie américaine, elle, reste stable, malgré les plusieurs prévisions qu'il y avait eu auparavant. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours gouverné soit par la croissance, l'inflation, le taux de chômage, et chaque continent prend des dispositions en fonction de ces critères-là. Mais la baisse des taux est vraiment l'élément central de ce qu'il va faire demain. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une baisse de taux qui va arriver au fur et à mesure et pas aussi rapide que la hausse des taux, cela va dynamiser, entre guillemets, faire reprendre le marché immobilier, mais aussi les entreprises, parce que plus de capacité d'emprunt, et donc ça va être un cercle vertueux. C'est pour ça que la baisse des taux, c'est vraiment le sujet le plus important pour cette fin d'année. Alors voilà donc pour ce cadre qui est posé pour bien cerner ce qu'est le rendement. Il faut prendre en compte la prise de risque, les frais, la fiscalité, l'environnement économique et politique. Maintenant, voyons comment concilier la recherche de ce rendement et la stratégie patrimoniale à travers 3 produits phares, l'assurance vie, les SCPI et le PER. Alors Stéphane, comment définit-on cette stratégie patrimoniale ? C'est en fonction d'une situation familiale, personnelle et fiscale ? C'est effectivement, on parle de la situation de l'épargnant, on parle de sa situation, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi d'analyser avec lui quels sont ses projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Qu'est-ce qu'il souhaite financer et quel temps a-t-il devant lui pour son placement. À titre d'exemple, si il a besoin effectivement de liquidités à court terme, c'est-à-dire à 2-3 ans pour financer un projet, je sais pas, l'achat d'un bien immobilier par exemple, on ne va pas forcément s'exposer sur les marchés les plus dynamiques et on ne va pas s'exposer aux aléas des marchés financiers. On va être davantage sur un produit sécuritaire qui permettra d'avoir la liquidité au moment du financement du projet. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette dimension de temps dans la tête. Après, si on vient donc à l'assurance vie. Oui. L'assurance vie, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du placement, c'est avant tout une enveloppe juridique et fiscale qui va accompagner l'épargnant pendant, je dirais, toute sa vie. J'ai souvent l'habitude de dire c'est le compagnon de vie. Et l'assurance vie, on va y trouver différents supports d'investissement, différentes classes d'actifs qui vont permettre effectivement de jouer sur ce temps court ou ce temps long. Tout ça, c'est extrêmement intéressant et l'assurance vie est aussi un outil de transmission de patrimoine. C'est peut-être la dernière partie de son existence. Et là, aujourd'hui en France, c'est une véritable enveloppe fiscale qui permet de transmettre un capital dans de bonnes conditions. Et enfin, l'assurance vie, c'est 2 modes de gestion. C'est une gestion libre où on décide soi-même d'investir sur les marchés asiatiques, sur la tech américaine, sur des supports immobiliers, ou bien on décide de déléguer la gestion financière de son contrat à un professionnel, un gérant d'actifs. Et là, ça s'appelle la gestion pilotée. Et là, on va se dégager de toute charge mentale quant à la gestion financière. Alors concrètement, dites-nous quel taux de rendement on peut aller chercher en fonction des assurances vie, Pierre ? Alors, le taux de rendement, en fait, il va être en fonction de ses objectifs et de son aversion au risque. Si on souhaite être sécuritaire, on va aller sur du fonds en euros. On va aller faire du 3 à 4% de rendement sur les 2 ans à venir. Si on cherche à aller un peu plus loin dans le temps, donc un peu plus de temps, on va aller chercher les obligations, qui sont entre 4 et 6% actuellement. Et si on souhaite un niveau plus haut de rendement, on va aller chercher les actions, qui sont de l'ordre de 6 à 10%, selon les classes d'actifs. Et on peut avoir d'autres produits dédiés, que sont les produits structurés ou le fonds de private equity. Donc vraiment, en fait, on va construire un portefeuille en fonction de son aversion au risque, et aussi du temps que l'on passe et ses projets. Donc en fonction de ces 4 critères-là, on va pouvoir vraiment avoir des rendements et bien les isoler pour aller chercher du rendement dans le temps. Enfin, attention aussi à la fiscalité. Alors oui, bien évidemment, la fiscalité, une fois que ces rendements sont publiés, bien évidemment, il y a la fiscalité en cours de vie du contrat, lorsqu'on fait des rachats partiels sur son contrat. Donc, lorsqu'on fait un rachat partiel sur un contrat d'assurance vie, généralement, tout le monde pense qu'on est à la flat tax à 30%. Sauf que l'assureur, non.
en fait, lorsqu'il fait le rachat, il y a une part de capital et une part d'intérêt. Et c'est cette cote-part d'intérêt qui est fiscalisée à 30%. D'accord, c'est que les intérêts, pas tout. C'est que la cote-part d'intérêt, ce qui fait qu'en fait, on vient diminuer l'assiette fiscale et qu'en moyenne, on est de l'ordre de 2 à 3% de fiscalité. Ça, c'est vraiment en cours de vie, en cas de rachat du contrat, outre les abattements qu'on peut avoir, notamment après 8 ans de 4 600 € et 9 200 € pour un couple marié sur les abattements d'intérêt. Vous avez aussi la fiscalité en cas de transmission. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, le souscripteur décède, l'argent qui est sur l'assurance vie pourra revenir à un bénéficiaire désigné jusqu'à 152 500 € en franchise de droit. Donc, c'est quelque part des économies de droits de succession, car ce n'est pas placé sur un compte courant, c'est sur une assurance vie avec un abattement de 152 500 €. Donc, on vient aussi diminuer les droits de succession et protéger l'ensemble de ces bénéficiaires avant 70 ans et après 70 ans. Là, 70 ans, ça change, c'est une petite bascule. Après 70 ans, si on verse, on a un abattement de 30 500 €. Et là, par contre, c'est pour l'ensemble des bénéficiaires. Alors voilà, pour ce point sur l'assurance vie. On en vient maintenant à la pierre papier. Le marché a été très secoué. Est-ce toujours pertinent d'investir dans les SCPI ? Vous avez raison de dire que le marché a été très secoué. C'est vrai qu'on a assisté dès l'année dernière, en 2023, à une baisse des valorisations des parts de SCPI, mais elles n'ont pas toutes baissé de la même façon. Certaines n'ont pas du tout baissé, certaines ont baissé de façon importante. Donc plus que jamais, il est important aujourd'hui, quand on souhaite acquérir des SCPI, c'est de bien analyser la qualité de la SCPI, la stratégie du gérant, le secteur d'activité ou le secteur géographique où se situe le patrimoine immobilier, la qualité de ce patrimoine immobilier et la façon dont ce patrimoine est géré dans le temps, la façon dont il est transformé, la façon dont il est réhabilité pour s'adapter aux normes, notamment les normes environnementales d'aujourd'hui. Et enfin, il y a aussi le taux de vacances. Voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'il faut regarder, la collecte de la SCPI, son encours global, et au vu de ces différents indicateurs, faire son choix d'une SCPI qui correspondra le mieux, là encore, à ses objectifs. Les SCPI, vous conseillez d'y aller ? Oui, bien sûr, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas oublier que les parts de la SCPI, c'est une logique de revenus complémentaires, immédiats ou différés dans le temps. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, se constituer des revenus tout de suite, les SCPI, on rentre à faible ticket d'entrée, à partir de 2 000 à 3 000 €. On a tout de suite des revenus qui viennent trimestriellement. Ou, bien évidemment, dans une logique à long terme de transition, on peut aussi le transmettre à ses enfants en nue propriété. Les SCPI, par rapport au contexte économique, évidemment, on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas de venir dessus ? Oui, parce qu'elles ont déjà commencé à baisser au niveau de la valorisation de leur parc immobilier. Donc en fait, il y a des opportunités pour ces sociétés de gestion à aller acheter d'autres actifs à moindre coût. Et point important aujourd'hui, les SCPI, il faut l'analyser comme un investissement, comme un assurance vie, où il faut diversifier et donc choisir plusieurs SCPI et faire un portefeuille en fait, de SCPI. Donc dans une logique actuelle de revenus complémentaires, les SCPI seront toujours efficaces. Pourquoi ? Parce que les loyers sont toujours versés. Et c'est un point qui est extrêmement important. Dans chaque crise qu'il y a eu immobilière, les SCPI ont toujours distribué les loyers, que ce soit de manière trimestrielle ou semestrielle. Alors voilà donc pour ces SCPI. On passe maintenant au PER, le fameux PER, l'outil important pour préparer sa retraite complémentaire. Et c'est un vrai succès, Stéphane. Pourquoi ce succès ? C'est un vrai succès depuis sa création en 2019 dans le cadre de la loi Pacte. 10 millions de Français ont souscrit un plan épargne retraite, donc véritable réussite, succès en tout cas national. Maintenant, pourquoi ? Finalement, c'était le contrat qu'on attendait, un contrat qui a vraiment été créé, pensé pour accompagner le professionnel pendant toute sa vie d'actif et qui va permettre de véritablement obtenir un complément de revenus au moment de la retraite, de pouvoir compenser la baisse des revenus. Donc c'est un produit qui est souple, qui est flexible, qui est en termes de fiscalité, il est à option. On peut prendre des avantages à l'entrée, pas à la sortie. Enfin, il y a des choix stratégiques à faire. C'est un produit qui va être le réceptacle finalement de l'ensemble des plans épargne-retraite qu'on a pu souscrire ici et là ou qui ont été souscrits par son entreprise dans certains cas. Donc sous un seul et même produit, on va retrouver tous ces plans épargne-retraite. Il est alimenté
à votre rythme. Vous décidez de l'alimenter par une somme. Vous pouvez baisser cette somme dans le temps, l'arrêter, la reprendre. C'est extrêmement souple. Et on va retrouver à l'intérieur d'un plan épargne retraite, finalement, tous les supports financiers qu'on peut avoir dans une assurance vie. Donc, que ce soit des actions, des fonds thématiques, de l'immobilier, du private equity, des fonds structurés, enfin tout pour les meilleurs pairs. Et donc, ça, voilà, tous ces éléments font le succès du plan épargne retraite. Donc le PER, un bon produit, cousin de l'assurance vie, mais vous nous dites quand même attention à la fiscalité en sortie du PER et puis attention aussi aux fonds bloqués. Oui, pourquoi ? Parce que le plan d'épargne retraite, comme son nom l'indique, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Par définition. Par définition, sauf que quelques cas qui sont prévus par la loi, que l'on ne souhaite pas, mais c'est le cas de l'invalidité, du décès ou l'acquisition de la résidence principale, pourquoi pas. Mais il faut bien prendre en compte que, contrairement à l'assurance vie, lorsqu'on est ouvert sur un plan d'épargne retraite, on peut le défiscaliser. Donc si on le défiscalise, à un moment donné, lorsqu'on va retirer cet argent à la retraite, l'État va venir reprendre, entre guillemets, le cadeau fiscal que vous avez eu en cours de vie. Donc il faudra bien évidemment identifier est-ce que le plan d'épargne retraite est adapté à vous ou pas. Pourquoi ? Je donne un exemple. Quelqu'un qui aujourd'hui a une tranche à 41%, si à la retraite il est à 30%, mécaniquement, en fait, il va gagner là-dessus. Par contre, une personne qui est sur les mêmes tranches d'imposition actuellement et à la retraite, en fait, le rendement du contrat va se faire juste sur le rendement et pas sur la fiscalité. L'avantage fiscal ne va pas exister en soi. Donc, c'est un produit qui est sensible à l'assurance vie, mais par contre, qui n'a pas les mêmes contraintes en cas de fiscalité. Donc, attention à cette fiscalité et à surtout bien l'avoir en tête avec son conseil. Alors voilà pour ces 3 produits phares que sont les PER, le PER, les CPI et l'assurance vie. Voyons maintenant quelles sont les nouveautés pour investir en ce moment. Alors Stéphane, une nouveauté qui est très conjoncturelle, on va quand même le préciser, ce sont les offres de taux boostés proposées par les assureurs. Oui, depuis le début de l'année, les assureurs proposent de booster le rendement des fonds en euros à l'intérieur des contrats assurance vie. Donc une participation bénéfice à un rendement qui est de 5, on peut aller chercher un boost de 2% et venir flirter entre 4,5 et 5% de rendement annuel. Donc ça vraiment, c'est pas mal. Et c'est vrai que ces boosts peuvent être conditionnés à une part en unité de compte ou pas. Ça dépend les assureurs. Et si c'est conditionné à une part en unité de compte, eh bien on a en unité de compte des produits qui sont aussi intéressants aujourd'hui. Le contexte des marchés permet d'avoir des fonds structurés à capital garanti ou protégés avec des rendements vraiment intéressants. Il y a les fonds obligataires datés également qui permettent d'avoir une visibilité sur le rendement qui peut être servi de 6 ou 7% et l'échéance de ce fonds. Et enfin, les fonds de performance absolue qui sont décorrélés des marchés financiers et qui là aussi apportent une diversification. Les offres auto-boostées, on y va ? Il faut y aller Oui, il faut y aller. Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouvera pas des formules à 3-4% garanties sur l'année 2024 et 2025. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que l'ensemble des assureurs sur la place se battent, entre guillemets, sur la meilleure offre qu'on peut avoir en taux boosté. Pour bien comprendre, c'est aujourd'hui, lorsque le taux du fonds en euros fait du 3%, les assureurs proposent sur 2024-2025 de dire on va vous mettre un complément de 1% ou 1,5% sur ce bonus, sur ce fonds euro, si vous versez X euros. Et on va vous rajouter un complément de 0,5% si vous prenez un peu de risque. Donc en fait, quand on additionne 3% plus 1 plus 0,5, on monte vite à 4,5. Ouais. Et finalement, c'est entre guillemets du pain béni parce qu'on ne retrouvera plus ces offres-là dans les années qui viennent. Logiquement, les taux doivent baisser, alors de manière progressive, pas aussi rapide. Je ne vais pas m'y engager non plus, bien évidemment. C'est la tendance. Mais on ne retrouvera pas ces niveaux de taux sur le fonds euro d'ici 2, 3, 4 ans, lorsque la situation économique ira mieux, bien évidemment, puisque qui dit une baisse des taux dit aussi une amélioration de la situation économique en France. Donc on essaie d'y aller jusqu'à la rentrée, là, il faut se booster ? Oui, et il faut même se jeter dessus. Pourquoi ? Parce que en fait, les assureurs peuvent fermer à tout moment les enveloppes là-dessus. Donc il ne faut pas hésiter. Allez, autre tendance nouvelle, on parle de plus en plus du private equity.
equity. Il s'agit d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Oui, et alors investir dans ces sociétés non cotées était jusqu'à présent réservé à des initiés ou à des investisseurs professionnels. Et on voit que la chose s'est démocratisée. Aujourd'hui, l'investisseur privé peut accéder au private equity, aussi bien sur un marché domestique en France ou en Europe, que sur les marchés internationaux. Et aujourd'hui, on trouve en France, pour des investisseurs privés, des fonds qui permettent d'investir sur des sociétés non cotées à l'autre bout du monde. Donc c'est un accès à ce type d'entreprise. De ce point de vue, c'est intéressant. Donc à la fois une diversité géographique, mais aussi une diversité sectorielle. Il y a un champ des possibles en termes de secteur qui est très très large. Et enfin, le private equity reste décorrélé des bourses mondiales, c'est du non-coté. Il a une sensibilité bien évidemment à la croissance économique, à l'évolution de l'économie mondiale, mais il reste complètement décorrélé des bourses internationales. C'est vrai que le private equity surfe sur une vague intéressante avec des taux quand même assez alléchants. Oui, et pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans les années passées, on cherchait du rendement quand le fonds euro faisait du 1% et que les actions étaient assez chahutées. Il fallait trouver une classe d'actifs qui puisse promettre du rendement et qui ait fait ses preuves sur les 20 dernières années. C'est aussi ça notre métier, de chercher les bonnes classes d'actifs là-dessus. Il y a eu ce travail de démocratisation sur les 2-3 dernières années, mais attention, il faut être vigilant, parce qu'en private equity, aujourd'hui, on peut en distinguer entre guillemets deux de manière rapide. Vous avez le private equity au sein d'une assurance vie, où là, c'est l'assureur qui assure la liquidité, et par définition, le private equity, ce n'est pas liquide. Donc vous avez l'opportunité de pouvoir accéder au private equity grâce à l'assureur. Par contre, l'assureur va souvent mettre en place des règles de désinvestissement impossibles au bout de 2, 3, 4 ans. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence même du private equity. En fait, il faut que la société puisse investir au fur et à mesure dans des sociétés qu'elle cible, dans le temps, sur 3, 4, 5, 6 ans. Et là, vous avez un autre côté du private equity qui est du pur private equity, où on va chercher vraiment des belles sociétés de gestion qui vont investir, où là, les tickets d'entrée sont à hauteur de 100 000 euros. Et là, vous allez vraiment vivre l'expérience du private equity, où en fait, un investisseur va être appelé sur un rythme quasiment annuel de l'ordre de 25% du montant appelé de 200 000 euros, à hauteur de 20-25 000 euros chaque année, pour vraiment déployer l'argent au travers des sociétés qui ont été ciblées par la société de gestion. Donc attention, le private equity, ce n'est pas liquide, c'est long terme, on ne peut pas sortir de cette classe d'actifs aussi facilement. Donc lorsqu'on va dessus, certes, les rendements sont intéressants parce qu'on est justement un chiffre, entre la fourchette de rendement entre 8 et 14% en fonction. Donc c'est des beaux rendements, mais par contre, qui dit des beaux rendements dit aussi un horizon de temps éloigné. Voilà, puis enfin, dans les tendances nouvelles, parlons de la finance responsable. On en parle beaucoup. Comment moi, en tant qu'investisseur, je peux investir responsable ? Oui, on peut avoir une sensibilité au développement durable et tous ces sujets de responsabilité et se dire, mais finalement, l'argent que je vais placer, est-ce qu'il va servir véritablement à cette transition écologique ou à préserver la biodiversité, etc. Donc les choses sont en train de s'organiser. On trouve de plus en plus de fonds qui présentent un label, ou en tout cas qui vont aller sélectionner des entreprises qui se sont engagées à une neutralité carbone ou avec une échéance, ou bien qui se sont engagées à transformer leur outil de production pour moins polluer ou à insérer dans l'entreprise des pratiques sociales pour faciliter le bien-être au travail, etc., ou dans les gouvernances, la mixité, la diversité, tous ces sujets. Mais la véritable question, c'est comment est-ce que, en investissant dans ce fonds, je suis certain que je vais flécher mon argent vers ce type de société. Donc tout est la question. C'est pour ça qu'il y a un législateur qui apporte maintenant un certain nombre de réponses, notamment avec des labels, etc., pour cadrer cette finance durable.
Et justement, vous dites quoi à un client qui vous demande un fonds ISR? Comment être sûr que c'est bien responsable? Alors, si des clients nous demandent, bien évidemment, on va aller chercher des fonds ISR. Mais par contre, ce qu'on va lui indiquer, c'est qu'aujourd'hui, quasiment 50% des fonds qui existent ne sont pas encore labellisés ISR. Donc on voit que finalement, en fait, cette démarche ISR, elle est très bien pour les parieurs qui souhaitent flécher ses capitaux en fonction de ses convictions, mais elle n'est pas encore aboutie. Donc dans ce cas-là, on va plutôt tendance à diriger notre client vers des portefeuilles dits de conviction lorsqu'on n'a pas tous les fonds ISR. Et je parle par exemple de portefeuilles dits thématiques, on va investir sur le secteur de l'eau, le vieillissement de la population, le big data, l'économie, la silver age economy par exemple, qui là parlent plus aux clients parce qu'ils sont certains vers où sont dirigés leurs capitaux. Alors bien évidemment, ces fonds ne sont pas tous ISR, ils vont le devenir au fil du temps, mais on préfère être transparent là-dessus. Eh bien voilà, on arrive déjà au terme de cette émission spéciale Rendement. Tiens, en 2 mots, si vous aviez un dernier conseil à donner aux investisseurs qui nous écoutent, vous diriez quoi? Je dirais qu'il faut, sur ces sujets de finances et d'investissement, il faut bien se connaître. Il faut vraiment se poser la question, voilà, comment je vais réagir si effectivement, voilà, je suis face aux aléas des marchés ou d'un secteur comme l'immobilier qui baisse, comment je vais réagir. Donc bien se connaître, et pour bien se connaître, il y a un outil, c'est le profil investisseur. La définition du profil investisseur, c'est un scoring, on va se poser un certain nombre de questions et ça va permettre vraiment de flécher vers les meilleurs produits. C'est vrai que les questionnaires sont bien complets. Il y a plein d'items et plein d'entrées. Pierre, votre conseil? Pour compléter la réponse de Stéphane, bien évidemment, c'est de se faire accompagner par un professionnel. Pourquoi? Parce qu'il va prendre de la hauteur par rapport au client, parce qu'il connaît bien son sujet, l'environnement macroéconomique, et surtout, il fera une analyse à 360 degrés de votre patrimoine. Et c'est indispensable pour pouvoir prendre des bonnes décisions, que ce soit d'investissement ou de conseil pour les particuliers. Donc ne pas hésiter à se faire accompagner. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Gilles. Stéphane Cohen d'Alta Profit et Pierre Puchol d'Investisseurs Privés. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez poser vos questions à nos 2 experts par mail. Leurs coordonnées vont s'afficher dans le générique de l'émission. Merci et à bientôt.